Bien, chers amis, très heureux de vous accueillir donc pour cette conférence. Je vais vous présenter bien entendu les deux animateurs, mais avant toute chose, merci de vous être déplacés. J'espère que ça ne sera pas pour rien, mais j'en suis sûr, compte tenu d'un thème brûlant d'actualité, celui du recrutement et de la fidélisation. C'est deux aspects, mais c'est complémentaire, mais c'est deux choses différentes. Je pense que vous aurez l'occasion de... Voilà. Donc j'accueille, je mets mes lunettes pour écorcher aucun nom parce que je ne vois plus rien, Amel Zeltou du cabinet Walter, donc cabinet qui a été créé dans l'Est de la France, voilà, et donc elle est la présidente pour Paris. Tout va bien jusqu'à maintenant, d'accord. Et Denis Devilem, société Auditi et également Auditi VR. Absolument. VR, d'accord. C'est quoi VR? Réalité virtuelle. Réalité virtuelle, très bien. Donc, qui complète donc cette conférence. Vous allez vous partager, j'imagine. Voilà. Donc, soyez les bienvenus au MEDEF Hauts-de-Seine. Et puis, encore une fois, merci à l'assistante. Et puis, je crois qu'on pourra faire des petits essais justement de réalité virtuelle derrière. Tout à fait. Voilà. À la fois ici et au 3e étage. D'accord. Alors, il faudra le faire avant d'avoir bu du champagne, hein, sinon ça va trop tourner, on n'arrivera pas à se fixer. Bien, je vous laisse dans vos explications et merci pour votre présence. Merci à vous. Bonjour à tous. Donc, et merci d'être venus ce soir. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet en effet brûlant pour les dirigeants que nous sommes, donc l'art du recrutement, comment attirer et fidéliser les talents. Alors, donc dans un premier temps, on a été présenté, d'ailleurs merci beaucoup. Donc pour commencer cette présentation, une petite présentation rapide du cabinet Walter. On est un cabinet de recrutement. On est spécialisé dans le recrutement de cadres et de dirigeants dans l'industrie depuis 34 ans. Notre siège social est à Metz et donc je suis directrice et présidente du cabinet Walter à Paris. Donc, sans plus attendre, le sommaire de ce qui nous attend ce soir. Donc, tout d'abord, le contexte du recrutement en France. On va revenir sur quelques chiffres qui sont plutôt intéressants. Ensuite, dans un deuxième temps, on va voir comment attirer les talents par l'image d'entreprise. En troisième point, fidéliser les candidats avec l'analyse des moteurs et notamment les soft skills. Et enfin, on va terminer sur les soft skills et comment les mesurer. Alors, je m'excuse d'avance pour la petite quinte de tout que je vais avoir tout le long de la présentation. C'est une fin d'angine et pas le Covid, je vous rassure. Donc, sans plus attendre le rappel des chiffres. Donc, aujourd'hui, ce qui est important de voir sur la slide derrière moi, c'est que les recrutements entre 2021 et 2022 ont subi une hausse de 12%, avec 85 000 projets de recrutement en 2022 dans les Hauts-de-Seine. Des difficultés de recrutement dans les transports, le BTP, la santé, la restauration, donc ça c'est pour les secteurs. Et pour les fonctions, on a aussi des postes qui sont assez pénuriques, notamment commerciaux et dans la maintenance. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, plus de la moitié des employeurs ont rencontré des difficultés dans le recrutement en 2022. On va voir pourquoi et on va voir comment pallier un maximum à cela. Donc, continuons sur les chiffres clés. Un recrutement sur deux en France est un échec aujourd'hui. Et la plupart du temps, c'est à cause d'une mauvaise évaluation des soft skills du candidat. Donc ça aussi, on va en parler un peu plus tard. L'ère post-Covid. L'ère post-Covid, j'imagine qu'en tant que dirigeant, vous êtes tous confrontés au changement également des candidats, de leurs attentes, de leurs envies. Et notamment la question du télétravail qui aujourd'hui est sur toutes les lèvres, notamment pour quasiment plus de 90% des candidats. Donc avant de commencer les premiers sujets, on va rappeler quelques enjeux. Donc les enjeux sont les suivants. Aujourd'hui on a une vraie problématique en France. L'adéquation du besoin versus du cursus du candidat. Donc ça c'est un sujet qu'on a également mené avec le club jeune du MEDEF Hauts-de-Seine. La réactivité de l'entreprise versus la réactivité des candidats. Ça aussi on va développer ça un peu plus loin. Un problème d'évaluation des candidats. Comment les évaluer?
avec quels outils, qu'est-ce qu'on va évaluer lors des évaluations, comment les mener à bien. L'ère post-Covid, j'en ai parlé tout à l'heure, la nouvelle attente du candidat et notamment ce que j'appelle le candidat 3.0, donc ça aussi on va le voir ensemble. Et comment attirer les talents si on est une petite entreprise, une PME ou un grand groupe. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Donc on va commencer par la marque employeur. Donc la marque employeur, tout le monde sait ce que c'est, mais je vais faire une rapide définition. Donc c'est en fait un groupement d'actions en fait, et des leviers, des leviers qui sont activés dans le but de rendre l'entreprise attrayante, tant en interne qu'en externe, avec comme objectif du coup de fidéliser, d'attirer, déjà fidéliser les employés, attirer les nouveaux talents, attirer les partenaires et les prestataires, se positionner sur le marché avec une marque différenciante et du coup se différencier de la concurrence. La première question en tant que dirigeant qu'on doit se poser, c'est quelles sont les valeurs de mon entreprise. Est-ce que mon entreprise est engagée en termes de valeurs morales? Est-ce qu'elle est engagée en termes de principes sociétaux, marketing? Est-ce qu'elle a un positionnement différenciant? Donc ça, c'est ce qui va refléter aujourd'hui notre vision de dirigeant. Et c'est ce qui est encore mal mis en place, je trouve, par beaucoup d'entreprises, et on va voir pourquoi. Donc, la marque employeur. Est-ce que mon entreprise, et ça c'est une question que je vous pose, est-ce que vous avez posé la question de savoir si votre entreprise était une marque utile, c'est-à-dire est-ce qu'elle répondait aux différents besoins? Est-ce que c'est une marque ludique? Une marque ludique, c'est une marque qui crée sa différenciation par le jeu, par l'humour. Est-ce que c'est une marque qui est impliquée dans la RSE, dans l'éthique? Est-ce que c'est une marque design qui fait une différenciation du coup plus par le visuel? Ou est-ce que c'est une marque statut qui est ancrée dans les esprits avec un retour de satisfaction client élevé? Donc aujourd'hui, c'est important de se poser les bonnes questions, de savoir ce que dégage votre entreprise en termes de marque et en termes de valeur. Et on va voir pourquoi c'est important. Donc, c'est important pour aujourd'hui, donc on l'a dit tout à l'heure, fidéliser déjà vos employés, savoir pourquoi ils sont là, pour quelle cause ils se battent, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont rester dans votre entreprise et pas partir à la concurrence. Et bien évidemment, ça va avec la recherche de sens du candidat. Donc, devenir une marque sens, c'est quoi? C'est déjà se poser la question de savoir si on est une marque avec un ton d'humilité, c'est-à-dire avoir un ton juste pendant les moments de crise, avec une proximité, faire preuve d'empathie avec les candidats, avec ses employés, faire preuve d'authenticité aussi dans la transparence des produits et des process, la responsabilité également, avoir un engagement dans la société, un engagement marquant et marqué, avec des vraies actions derrière, et l'efficacité également. Donc l'efficacité, c'est répondre à des besoins essentiels, et enfin la générosité, c'est pouvoir partager la valeur concrète avec ses employés et du coup les futurs candidats. On ne peut pas parler aujourd'hui de quête de sens sans évidemment citer Simon Sinek sur le Golden Circle. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Golden Circle, il se lit en théorie de haut en bas mais en réalité de bas en haut. Donc le what, aujourd'hui, c'est ce que toutes les entreprises font. C'est la définition des produits et des process. Aujourd'hui, on est une entreprise, on a un service, on vend un produit, on sait ce qu'on va vendre et pourquoi on va le vendre. Et donc toutes les entreprises, que ce soit industrielles ou tertiaires, ont leur what. Il y a quelques entreprises qui ont leur how. Le how, c'est comment je vais apporter de la valeur ajoutée à ce que je vends. La différenciation par rapport à la concurrence. Quelle stratégie je mets en place? Comment je veux vendre mes produits? Donc ça, le how, c'est l'aspect différenciant de savoir pourquoi, comment je vais me positionner sur le marché. Et enfin, le why. Le why, c'est une question que très peu d'entreprises et d'entrepreneurs se posent. C'est de savoir la raison d'être. Pourquoi j'ai créé cette entreprise et pas une autre? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui je peux impliquer mes salariés? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont me suivre dans mon projet? Qui vont être impactés par les produits, les process et les décisions que je prends en tant que leader de mon entreprise. Je vais boire un petit peu d'eau. Donc le why, comme je disais, c'est la raison d'être, un objectif concret, proposer un contenu inspirant. Et en fait, ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'on pense encore que le cercle se lie du what vers le why,
mais sans raison d'être concrète, on ne peut pas savoir vraiment comment définir le how et le what. Donc ce que je préconise vraiment à tous les dirigeants, c'est de se poser les bonnes questions dans son entreprise, de savoir pourquoi elle existe, le sens concret de ce que vous faites, et de là découle le how et le what. Donc l'entreprise finalement, si on continue de se poser des questions, parce que cette première partie sur la marque employeur, c'est quand même beaucoup de questionnements sur son entreprise et ce qu'on met en place. Est-ce que mon entreprise est singulière? Est-ce qu'elle a une différenciation produit? Est-ce qu'elle a mis en place dans le recrutement ce qu'on appelle une expérience candidat? Est-ce que l'entreprise est simplificatrice en termes de process? Je parle également de process de recrutement. Est-ce qu'elle est socialement responsable? Est-ce qu'elle est engagée dans de la RSE? Est-ce qu'elle est sociable, ouverte, à l'écoute de ses employés et du candidat? Et est-ce qu'elle est sincère, c'est-à-dire transparente dans ses process? Et enfin, est-ce qu'elle est dans le storytelling? Le storytelling, c'est au-delà du storytelling, raconter une histoire c'est bien, mais la mettre en pratique c'est mieux avec des actions concrètes et pouvoir dire, ben voilà, ma marque employeur c'est ça, et les actions mises en place c'est ça et ça et ça. Donc le storytelling c'est très important et c'est ça qui va faire la différence aujourd'hui entre votre entreprise et la concurrence. Et c'est ça qui va également attirer les candidats, les talents chez vous plutôt que chez le concurrent. C'est important de signifier également qu'on a un changement drastique des attentes du candidat entre ce que j'appelle le candidat 1.0 et le candidat 3.0. Donc le candidat 1.0, excusez-moi, c'est le recrutement à sens unique, c'est le recrutement du début, fin des années 90, début des années 2000, où on a un candidat, on a la recherche qu'il va faire en ligne, la lecture du descriptif de poste, et finalement il postule au poste. Donc c'est vraiment unilatéral, avec un seul format de CV, le texte, avec du coup des CV Tech qui à l'époque étaient fermés et payants, donc en accès limité, et avec des plateformes d'emploi qui avaient le monopole type APEC, Monster et Cadre Emploi. Puis ensuite, avec l'évolution des MTIC, on est passé au candidat 2.0. Donc là, le candidat il a commencé à se créer une identité numérique, notamment avec un profil LinkedIn, Viadeo aussi, qui était bien présent à l'époque. L'insertion aussi des réseaux sociaux de plus en plus dans le recrutement, la création de sites carrières pour les entreprises, le début aussi des CV vidéo, des CV audio, des podcasts, donc changement dans le format aussi pour le recrutement. Beaucoup de CV vidéo, on demandait de plus en plus sur les sites d'emploi de faire des présentations vidéo. Le développement du réseau en ligne et bien sûr le développement de la marque employeur. Donc, la marque employeur, c'est un terme qui existe depuis 1990, mais ça a vraiment été mis en place à ce moment-là, du candidat 2.0. Et donc, le candidat 2.0 a encore muté. Suite notamment à l'ère post-Covid, on est aujourd'hui à l'ère du candidat 3.0. Donc qu'est-ce que le candidat 3.0? On est passé aujourd'hui du passage des 4 P qu'on connaît bien en marketing, donc Product, Price, Place and Promotion, aux 4 E. Donc les 4 E, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on fait place à l'émotion, à l'expérience, à l'exclusivité et à l'engagement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? L'émotion, ça va être toucher émotionnellement le candidat, établir un lien de confiance avec le candidat. L'expérience, ça va être donner une expérience candidat à partir du recrutement et même après le recrutement, un projet de vie, c'est ça qui va créer en fait la fidélité avec le candidat. L'exclusivité, c'est traiter l'humain tout simplement en humain, en mode unique et exclusif. Il doit sentir qu'il est fait pour le poste et vice-versa. Et l'engagement, c'est se sentir proche, que le candidat puisse se sentir proche de la marque, notamment par un engagement fort sur un sujet RSE. Donc, le candidat 3.0, il a également des moteurs, on va en parler un petit peu plus après dans la présentation. Aujourd'hui, c'est important également de trouver sa stratégie. Là, je prends l'exemple de Michel et Augustin. Je pense que pas mal de personnes ont vu aujourd'hui leur vidéo. Ils ont fait une vidéo de recrutement sur YouTube où ils ont envoyé les RH du coup démarcher les personnes dans le métro directement. Pourquoi? Pour en fait montrer qu'il y avait une réelle pénurie sur les postes qu'ils recherchaient pour pouvoir être impactants, et ils ont choisi YouTube, notamment pas par hasard. Donc finalement, ce que nous en tant que dirigeants dans notre entreprise, ça nous évoque,
c'est qu'il est important déjà de définir le type de contenu qu'on veut communiquer à nos candidats et à nos salariés. Donc, est-ce que c'est du texte, des vidéos, photos, des articles? Après, définir l'objectif. Est-ce que je veux informer? Est-ce que je veux recruter? Est-ce que je veux enseigner? Et en fonction de ça, choisir sa plateforme adéquate sur l'objectif demandé. Par exemple, là j'ai pris l'exemple de General Electric. General Electric, les responsables de service vont mettre les offres d'emploi directement sur leur propre profil Instagram. Et c'est là où ils ont le plus de résultats. Donc c'est assez étonnant, on peut le penser. Mais c'est ce qui a marché le mieux pour eux, notamment pour les postes de cadre. Donc recruter un talent. Ce qui est important de garder en tête avant de recruter un talent, avant de lancer un recrutement, c'est évidemment de bien identifier son besoin, de pouvoir avoir un périmètre concret et précis. Évaluer les ressources en interne avant de lancer un recrutement en externe. Bon, ça paraît logique, mais il y a encore des entreprises qui ne prennent pas forcément le temps, et surtout le temps d'évaluer ça sur le long terme. Un descriptif de poste clair, parlant et attirant pour le candidat. Et ça, j'insiste là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on voit encore énormément des descriptifs de poste où il n'y a pas la recherche du savoir-être du candidat, où il y a des missions qui sont bateaux, où le candidat ne se voit pas, en fait, ne se projette pas dans le poste. Donc quand vous faites appel à vos directeurs et directrices de ressources humaines, bien faire attention à ce point-là, qui est un point quand même déterminant pour pouvoir attirer les talents, avoir un descriptif de poste clair, parlant et attirant. Donc avec des mots clés qui sont mis en valeur, avec un savoir-être précis et avec justement des mots, des verbes d'action qui peuvent parler au candidat. Analyser le marché, la tension, la pénurie. On regardait les chiffres tout à l'heure, je vous parlais de tension notamment sur les postes de commerciaux, sur les postes de techniciens maintenance. Donc bien regarder aujourd'hui son recrutement, où se trouve la tension. Et en fonction de ça, identifier ses moyens de recherche. Est-ce que j'ai les ressources en interne dans mes équipes? Est-ce que je dois faire appel à un cabinet externe? Si oui, est-ce que je prends un cabinet spécialisé en quoi, etc. J'insiste également sur le fait qu'il faut avoir des processus de recrutement courts, notamment pour les talents, parce qu'en une semaine, il peut se passer énormément de choses. Je prends un exemple concret. Combien de fois j'ai des clients qui ont attendu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant de rencontrer un candidat qui remplissait les conditions pour le poste, sauf qu'entre 1 et 3 semaines, il avait 3 autres offres sur la table, et là du coup c'était plus le même débat. Donc j'insiste bien là-dessus, avoir des processus de recrutement courts, 2 entretiens maximum, je pars des profils cadres. Après bon, pour les profils dirigeants ça peut être un peu plus long, mais 2 entretiens, un technique, un RH, et ensuite faire une offre au candidat. Rencontrer les candidats le plus rapidement possible, ça va avec le point d'avant, donc ça j'en ai déjà parlé. Et concevoir et mettre en place un suivi personnalisé durant la première année. Donc ça, on va également en parler un peu plus en détail, notamment avec la mise en place d'un parcours d'intégration et un cursus spécialisé pour le candidat pour qu'il se sente accéléré dans l'entreprise et en relation avec tous les services. Donc élaborer un parcours d'intégration, on va en parler un peu plus tard. Donc quelques conseils dans le descriptif de poste. Préciser le niveau d'études et l'expérience minimum demandée. Il y a encore trop de descriptifs de poste où on ne précise pas suffisamment l'expérience minimum. Ne pas trop détailler la liste exhaustive des avantages salariaux. Donc ça c'est un conseil, on peut développer le salaire, mais après les autres points salariaux seront discutés pendant l'entretien pour que justement on puisse bien analyser que le moteur premier du candidat, c'est pas le salaire. Axer les valeurs de l'entreprise dans la présentation d'entreprise. Donc ça va tout à fait avec la marque employeur qu'on disait. Donc déjà définir concrètement sa marque et ensuite la mettre en action avec une page entreprise. Détailler les missions principales, donc avec des verbes d'action valorisants, ça je l'ai dit tout à l'heure. Et enfin, donc utiliser des mots-clés parlants. Et pendant l'entretien, ne pas faire l'interview à la place du candidat. Ça coule de source, mais il y a encore beaucoup de dirigeants qui vont présenter leur entreprise, qui vont parler plus que le candidat. Et si vous parlez plus que le candidat à l'entretien,
c'est que déjà, c'est pas la peine de lui faire une offre, vous ne connaissez pas la personne à qui vous allez faire l'offre. Donc concrètement, le mettre en situation, le challenger, ne pas poser de questions discriminantes. Ça aussi, on pense que c'est un point qui coule de source, mais il y a également beaucoup de dirigeants qui posent des questions, notamment aux jeunes femmes, de savoir si elles vont avoir des enfants dans les prochaines années. Donc ça, c'est des questions qui sont normalement interdites par la loi, donc je rappelle ce point-là. Les questions discriminantes sont à bannir lors des entretiens. Donc ça peut être ça peut être sur l'âge, ça peut être la religion, enfin toute la liste des discriminations. Regardez régulièrement le candidat, bien évidemment, ça c'est le minimum de la politesse. Le challenger de sa compréhension d'entreprise ou ses éventuelles questions pour savoir si justement ces valeurs sont en accord avec celles de l'entreprise. Et enfin, donc, analyser la posture du candidat et son discours non verbal, puisque 80% de ce qu'on dit est non verbal. Donc comment attirer les talents? Quels sont les canaux? Aujourd'hui, on a différents canaux pour pouvoir les attirer. Les relations écoles avec les alumni, les CV Book, les CV Tech bien évidemment, les forums, emploi et professionnels, les salons, les réseaux sociaux et également la chasse par approche directe pour les profils pointus que vous souhaitez approcher. Alors, donc sur ce graphique, donc, on a quelques chiffres qui sont intéressants. Donc on voit bien que les meilleurs canaux pour contacter les talents, donc on regarde la partie générale, la partie rouge est dédiée plutôt à l'agroalimentaire, sont en 1 le réseau du recruteur, que ce soit un recruteur interne ou externe, les candidatures spontanées en 2, les offres d'emploi, les réseaux sociaux et enfin la cooptation des salariés. Et donc par rapport à mon expérience personnelle dans l'approche directe, les offres d'emploi sont l'un des canaux les moins sollicités par les profils pointus. C'est-à-dire que plus vous cherchez un profil expert et pointu, plus il va falloir les approcher directement. Ou dans le réseau. Un autre graphique qui est intéressant, donc, ça nous montre aujourd'hui les réseaux sociaux qui ont été le plus utilisés en 2021. Donc tout type d'âge confondu, et on voit que le premier c'est YouTube. Donc ça rejoint la décision de Michel et Augustin d'avoir mis en fait sa vidéo de recrutement dans le métro sur YouTube pour pouvoir toucher le plus de personnes possible, de tout âge confondu. Ensuite on a Facebook, ensuite on a Instagram, et on se rend compte quand même que LinkedIn est en retrait de plus en plus, en 6e position. Je vais revoir un petit peu. Alors, fidéliser les candidats, c'est également analyser les moteurs, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc les moteurs des candidats, ils peuvent être multiples. On a par exemple localisation et le périmètre du poste. Est-ce qu'il est en France, à l'international? Qu'est-ce qu'il y a concrètement dans son poste? Le scope. Les perspectives d'évolution à court, moyen, long terme. C'est important aujourd'hui pour pouvoir attirer et fidéliser une personne, de pouvoir lui apporter un schéma, un plan de carrière sur au moins les 5 prochaines années. Les valeurs d'entreprise et les sentiments d'appartenance, donc ça rejoint la marque employeur dont on parlait tout à l'heure. Les relations avec l'équipe, l'ambiance et l'intégration, qui sont également un moteur. Le salaire et les avantages, notamment le fameux télétravail. L'autonomie et la responsabilisation en fonction du poste. Et évidemment les soft skills et la mobilité fonctionnelle. Donc les soft skills, c'est la 3e partie de notre présentation, donc on va vraiment passer du temps à échanger là-dessus. Donc le salaire. Le salaire. Donc aujourd'hui c'est également très important de se positionner sur le salaire. Donc aujourd'hui, ce qui est important de voir, c'est qu'en 2022, il y a eu une hausse de 2,5% des salaires en moyenne, ce qui n'est pas négligeable. Et plus de la moitié des recruteurs, en 2022, estiment que le refus d'une offre d'emploi est à cause d'une problématique d'ordre salarial. Donc le salaire n'est pas à négliger, et ça rejoint l'analyse du marché, la pénurie et le fait de voir sur un même marché, sur la concurrence, etc., à quel niveau de salaire sont les autres candidats. Donc avant de vous lancer sur le salaire, bien analyser le marché, bien analyser la pénurie, la tension, et faire une offre qui est à la hauteur du marché.
Donc là, cette slide, elle est spécifique sur le salaire des techniciens. Également pour montrer qu'il y a eu une hausse, notamment des techniciens, ce que j'appelle FSE, c'est les techniciens maintenance en fait, et mécaniciens, c'est ceux qui vont aller se déplacer, notamment dans les usines industrielles pour monter les machines. Et on voit qu'il y a quand même une augmentation de 3 à 15% entre un FSE qui va faire des déplacements en région et un FSE qui va faire des déplacements internationaux. Donc c'est également pour montrer qu'il y a des hausses de salaire à la fois dans les profils cadres sur la slide précédente et les profils non cadres. Donc on parlait tout à l'heure du parcours d'intégration. Pourquoi il est aussi important le parcours d'intégration? Tout simplement parce que c'est là où vous allez fidéliser le candidat. Alors je vous pose la question à main levée, est-ce que vous avez tous en place dans vos structures un parcours d'intégration? Est-ce que ceux qui ont en place un parcours d'intégration peuvent lever la main s'il vous plaît? D'accord, donc on voit que c'est quand même à peu près un quart des personnes présentes. Donc le parcours d'intégration, il est essentiel. C'est essentiel de mettre en place un parcours pour que la personne elle puisse se sentir inclue dans la société et qu'elle puisse être en contact de tous les services, même ceux dont elle n'aura pas besoin dans son poste, pour justement avoir un sentiment d'appartenance fort à la boîte et qu'elle puisse rester sur le long terme dans la société. Donc sa fonction, créer des liens humains donc, dans la communication, mettre en place également un livret d'accueil. Bon, ça, je ne sais pas si vous le faites, mais si vous ne le faites pas, c'est ce que je préconise également. Familiarisation avec les procédures d'entreprise, donner des éléments d'intégration, règlement intérieur, plan du site, rencontrer les différents services, sans rien en parler, c'est vraiment primordial, même les services qui ne vont pas être utilisés forcément par le candidat, pour qu'il puisse déjà savoir qui fait quoi dans l'entreprise. Et également des rencontres et des échanges avec l'équipe de direction. Je pense que les candidats, quel que soit leur niveau, doivent être en relation avec l'équipe de direction pour justement se sentir appartenant à 100% à l'entreprise et aux valeurs du dirigeant. Donc, on parlait des moteurs et des candidats du futur, notamment du fameux candidat 3.0. Donc là, sur cette slide, on a fait un sondage de plusieurs centaines de personnes sur leur moteur en fonction des tranches d'âge. Donc c'est pas exhaustif, mais ça permet quand même d'avoir une vision assez globale de ce qui va motiver les candidats. Par exemple, les 18-35 ans, on se rend compte que donc il y a la partie salaire, ambiance de travail qui est très importante, le périmètre du poste, les conditions de travail en dehors du salaire, l'ouverture à l'international, l'engagement, donc sur un sujet RSE, les perspectives d'évolution à 5 ans, le tutorat pour les jeunes et l'accompagnement en personnalité. Pour les 35-55 ans, c'est différent. Eux, ils sont plus dans le développement personnel, dans la quête de sens dont on parlait tout à l'heure, dans l'autonomie. Ils sont également plus axés sur un équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Et ils ont également besoin d'un management de qualité avec de la reconnaissance. C'est vraiment ce qui va les motiver plus que simplement le salaire, par exemple. Et enfin, les plus de 55 ans, donc eux, ils ont besoin d'une dernière expérience marquante, d'avoir une légitimité également dans l'entreprise, de pouvoir transmettre, ça c'est très important pour eux, d'avoir, dans l'idée d'avoir une suite en fait, de pouvoir transmettre tous leurs acquis qu'ils ont eu depuis le début de leur carrière, et d'avoir bien évidemment un package de rémunération optimisé pour la fin de leur carrière. Donc, on parlait de pouvoir évaluer les candidats en entretien. Il y a 3 axes essentiels à pouvoir analyser dans un entretien: le savoir, le savoir-être et le vouloir-faire. Donc le savoir, c'est l'ensemble des compétences, enfin, des connaissances en tout cas que le candidat va acquérir dans sa scolarité et pendant son expérience. Le savoir-être, c'est un peu plus compliqué à analyser. C'est beaucoup d'expériences d'entretien, c'est pouvoir analyser tous les éléments clés qui ne vont pas être, que le candidat ne va pas obtenir lors de son cursus, donc en dehors complètement de la sphère scolaire ou professionnelle. Et le vouloir-faire, c'est-à-dire avec son savoir et son savoir-être, qu'est-ce qu'il va faire qui va transcender son poste? Qu'est-ce qu'il va faire qui va avoir la motivation d'aller plus loin? Et donc pour ça, je repars sur une petite définition des hard skills, soft skills, pour que tout le monde ait la même définition.
Donc les hard skills, c'est les compétences techniques qui sont requises pour un poste, qui s'acquièrent donc pendant la formation et l'expérience professionnelle, donc sur vraiment des points très précis techniques. Les soft skills, c'est les compétences comportementales qui sont acquises en dehors de cette sphère, qui reposent sur notamment l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Et enfin les math skills, alors je ne sais pas si vous avez tous entendu ce terme, c'est ce qu'on peut obtenir en termes de skills d'un hobby, d'un candidat ou d'un sport ou de quelque chose qu'il fait en dehors de sa sphère de travail. Donc les soft skills, on les a listés et regroupés en différents groupes. Il y a toute la partie communication avec l'esprit d'équipe, l'écoute active, la communication orale. La partie personnalité, avec l'attitude positive, l'intelligence émotionnelle, l'intégrité, la curiosité, le respect, la confiance. La partie agilité, avec la résolution de problèmes, l'adaptabilité, l'autonomie, l'ouverture à la nouveauté, la capacité à décider, la flexibilité et la gestion du stress. Et enfin l'influence, le management, le leadership, l'esprit critique et la responsabilité. En 2021, les soft skills qui ont été prisés par les recruteurs sont les suivantes, donc la résolution de problèmes, la flexibilité, l'esprit critique, l'adaptabilité et enfin l'autonomie. Donc, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a la liste des soft skills, qu'on va les analyser, la question suivante c'est comment est-ce qu'on va pouvoir les mesurer. Et donc pour les mesurer, on a différents outils. Donc soit les tests de personnalité, donc tests de personnalité type papier ou en ligne, l'évaluation du candidat par un recruteur du coup aguerri qui a l'habitude du coup d'analyser les candidats en entretien. La prise de référence bien évidemment qui va nous apporter ce qu'on veut savoir notamment sur le candidat. Alors je profite aussi de faire une parenthèse, vous êtes obligé aujourd'hui en tant que dirigeant de demander au candidat de faire une prise de référence. Les prises de référence sauvages, c'est encore assez méconnu, mais c'est hors la loi. Voilà. Donc, je préfère le préciser. Et enfin la réalité virtuelle. Donc là j'ai plutôt laissé Denis Desguilaine préciser ce point parce que c'est son point d'expertise. Et sans plus attendre, je vais lui laisser la parole. Donc là c'est le résultat d'un sondage qu'on a lancé avec les invitations. Et je vais laisser Denis s'exprimer sur le sujet. Merci Amel. Bonjour à tous d'abord. Quelques mots me concernant. Moi je suis issu de la fonction ressources humaines, j'ai passé 36 ans dans différents groupes, ArcelorMittal pendant 5 ans, Bouygues pendant 15 ans, et puis un groupe italien qui évolue dans le monde du parapétrolier qui s'appelle Saipem. Et j'ai été à la fois DRH pour ce groupe sur l'Europe et l'Afrique du Nord, et également directeur général durant les 3 dernières années, entre 2015 et 2018, des 2 filiales qui, à partir du Luxembourg, géraient l'activité réalisée en Angola. Et en 2018, j'ai décidé de quitter le monde de la grande entreprise pour terminer mon parcours professionnel, de rejoindre le monde du conseil. Donc j'ai rejoint le cabinet Valter en tant que dirigeant associé. J'ai pris en charge le bureau de Nancy, où je réside depuis quelques années. Et parallèlement, en 2018, j'ai découvert la réalité virtuelle, que je ne connaissais absolument pas. J'ai rencontré à cette occasion l'un de nos partenaires dont je vous parlerai après, qui s'appelle Human Games, qui m'a fait découvrir des outils de réalité virtuelle en dehors du monde des ressources humaines. J'ai été séduit et on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à imaginer pour mieux évaluer le savoir-être des collaborateurs, des candidats, sachant que certainement, comme vous tous ici présents dans la salle, et comme le rappelait Ahmed tout à l'heure, chaque fois que l'on a des échecs, que ce soit en matière de recrutement, que ce soit en matière de promotion de collaborateurs, que ce soit en matière de management, que ce soit en matière de constitution d'équipe projet, dans 90% des cas, ce sont malheureusement des erreurs que l'on a fait en matière d'évaluation du savoir-être, et non pas en fonction des compétences techniques ou du potentiel ou de l'expérience passée du collaborateur ou du candidat que l'on a recruté. Voilà, donc tout est parti de là. Et ce qui est intéressant dans le sondage qu'évoquait Amel, que vous avez sous les yeux, c'est que les personnes donc, qui ont manifesté un intérêt pour notre solution Audit IVR considèrent aujourd'hui qu'à
64%, donc que les soft skills, en tout cas, nous disent qu'elles sont considérées comme des compétences clés dans leur entreprise, qu'ils sont prêts à valoriser le savoir-être dans leur recrutement, à hauteur de 72% pratiquement, qu'ils utilisent aujourd'hui, bien sûr, des outils dans le but de révéler le savoir-être de leurs collaborateurs, à 60% pratiquement, qu'ils n'ont jamais utilisé, ou très rarement dans le cadre professionnel, la réalité virtuelle, mais ce n'est pas une surprise, c'est normal, c'est une technologie relativement récente et qui est en train tout simplement de se développer depuis quelques années, avec des groupes qui ont fortement parié là-dessus, comme Metaverse, ex-Facebook, notamment. Et puis, par contre, ce qui est, en tout cas, ce qui nous a séduit, je dis nous, l'équipe Positivr, c'est que 100% des gens qui ont répondu se disent aujourd'hui prêts à utiliser la réalité virtuelle, notamment pour soit recruter leurs candidats, soit pour mieux évaluer leurs collaborateurs et décider des parcours d'évolution dans le futur pour ces mêmes collaborateurs. Donc voilà, c'était intéressant. Merci Monsieur Rinfray de nous avoir offert cette opportunité ce soir de pouvoir présenter notre application. Vous aurez l'occasion de la tester. Je ne sais pas si on enchaîne tout de suite ou si je peux... Juste une point de synthèse. Une dernière slide de synthèse pour que vous ayez tous les points clés à retenir. Donc, en 1, analyser donc les moteurs des candidats pour mieux répondre à leurs besoins. Identifier le sens et les valeurs de son entreprise pour mieux communiquer et du coup mieux recruter. Choisir les bons canaux pour optimiser la communication et toucher les bonnes cibles. Et enfin, donc, développer sa marque employeur pour assurer le candidat qui va être en adéquation avec les valeurs du dirigeant et les valeurs d'entreprise. Et mesurer et évaluer les soft skills pour identifier de nouveaux talents et pérenniser le recrutement. Alors, donc la suite, c'est une petite vidéo, notamment d'AuditiVR, pour que vous puissiez avoir un avant-goût de ce qui va vous attendre pendant le cocktail, sans plus attendre. Votre nouvelle feuille de route vient d'arriver. Vous avez pour objectif de sécuriser les recrutements, d'identifier de futurs talents, de fiabiliser les évolutions de carrière, mais aussi d'aider vos managers à se réinventer. C'est un vrai défi à relever. En effet, comme 80% des entreprises, vous éprouvez des difficultés à recruter et un recrutement sur 2 se révèle être un échec après 18 mois dû à une mauvaise évaluation du savoir-être. De plus, 50% des postes de votre entreprise vont devoir être transformés au cours des 5 prochaines années. Nous, AuditiVR, pouvons vous aider à réussir vos objectifs grâce au premier outil de réalité virtuelle révélateur de savoir-être. Élaboré par 3 groupes d'experts d'horizons divers, notre application vous permet de découvrir rapidement et facilement les soft skills de vos futurs collaborateurs et salariés. Composé de 12 modules différents hors du réel et du quotidien, AuditiVR plonge l'utilisateur au sein d'un univers ludique et désinhibant, le conduisant à se dévoiler tel qu'il est. Via cette expérience novatrice, nous analysons 15 soft skills tels que l'esprit d'équipe, la capacité à décider, le management et le leadership, ou encore le sens de la négociation ou du service. Compétences clés du XXIe siècle, les soft skills vont jouer un rôle primordial dans la capacité de votre entreprise à se régénérer et se différencier. L'application va observer, analyser chaque comportement. Des balises et des algorithmes vont ensuite calculer et mesurer chacun des choix réalisés en fonction de plusieurs critères. Un résultat instantané, complet et parfaitement lisible est alors délivré, vous permettant d'éviter des erreurs de recrutement et d'opérer les meilleurs choix de repositionnement et de promotion pour vos collaborateurs. Avec AuditiVR, entrez dans le futur. Recrutez la réalité virtuelle pour défier les nouveaux enjeux RH. Voilà, donc ce qu'on nous propose ce soir, effectivement, c'est de recruter la réalité virtuelle pour développer et valoriser les compétences comportementales de vos collaborateurs, d'abord, parce qu'on va en reparler bien évidemment, mais quand c'est difficile de recruter, c'est encore mieux de conserver ses talents et ses ressources clés. Et donc, on va vous
vous proposer de le faire au travers d'Auditiver. Alors, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, Auditiver, c'est une société que nous avons créée avec deux collègues du cabinet Walter il y a 18 mois maintenant, fin 2020, et on a embarqué avec nous deux partenaires, un partenaire technique, puisque bien évidemment nous n'avions pas la capacité et les compétences techniques pour développer cet outil, donc on a pris avec nous une société qui s'appelle Human Games, qui est une société de réalité virtuelle qui existe depuis 2013, qui travaille aujourd'hui pour des groupes comme Nestlé, comme Engie, comme Suez Environnement, comme Noremat notamment. Et on a également comme partenaire un psychologue et psychothérapeute parisien qui s'appelle Pascal Neveu, qui est quelqu'un que vous connaissez certainement, vous avez dû le voir sur les plateaux télé, puisqu'il est notamment consultant sur BFM. Alors, les soft skills, on avait l'habitude d'entendre, ce sont les compétences du 21e siècle, ce sont les compétences de demain. Moi, je pense que je ne suis pas le seul dans cette salle à considérer que ce sont les compétences d'aujourd'hui. Pourquoi ce sont les compétences d'aujourd'hui? Le cœur n'a jamais été aussi important qu'à l'heure actuelle, et tout simplement pour deux raisons. D'abord parce que les compétences techniques deviennent de plus en plus rapidement obsolètes. Ça, on le constate régulièrement, c'est pas nouveau, mais ça s'accélère. Et puis, on sent bien aujourd'hui que tout ce qui est émotion, intelligence émotionnelle, prennent largement le pas sur la connaissance et les compétences techniques. Alors, on n'est pas en train de dire, bien évidemment, et je ne suis pas en train de dire que les soft skills remplacent les hard skills. Les deux sont complémentaires, et je dirais que les soft skills viennent même supprimer les hard skills. Simplement, il faut aujourd'hui s'attacher à révéler chez vos collaborateurs, chez les candidats que vous recrutez, leurs compétences comportementales pour pouvoir les valoriser une fois que vous les aurez avec vous dans votre entreprise ou quand vous avez des salariés pour lesquels vous devez imaginer de nouveaux parcours, puisque ça a été dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, tous les experts s'accordent à dire que 50% des emplois seront soit profondément transformés, soit supprimés dans les 5 prochaines années. Et bien évidemment, l'enjeu principal pour les dirigeants que vous êtes et les DRH que vous êtes, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire et quel parcours vous allez pouvoir proposer, quelle nouvelle trajectoire d'évolution vous allez pouvoir proposer aux salariés qui vont être concernés par ces suppressions d'emplois ou par ces transformations profondes d'emplois. Les salariés doivent constamment apprendre, désapprendre et réapprendre, et ça, c'est une phrase qui n'est pas de moi, c'est une phrase que j'ai empruntée au directeur de l'école de management de Lyon, qui dit aujourd'hui notre principale responsabilité en tant que directeur d'école, c'est justement d'apprendre aux étudiants, enfin de faire en sorte que nos étudiants puissent en permanence apprendre, désapprendre et réapprendre, parce qu'ils vont devoir constamment changer de job, changer d'organisation, changer probablement d'entreprise, et que les parcours linéaires, c'est définitivement fini et derrière nous. Et puis, là aussi, je ne vous apprends rien, les défis, les enjeux humains à relever aujourd'hui n'ont jamais été aussi nombreux et stratégiques. Ça commence tout d'abord parce que, bien évidemment, le thème principal de cette conférence, c'est-à-dire aller trouver de nouvelles compétences. Il faut élargir la pépinière de recrutement aujourd'hui à tous les niveaux, pas simplement au niveau de la population cadre, c'est vrai aussi au niveau de la population des ouvriers, des employés. Ça concerne l'ensemble des salariés. Il faut aujourd'hui, bien évidemment, être capable de fidéliser ses talents et ses ressources clés et éviter ce que les États-Unis ont connu tout dernièrement, mais qui, je pense, va arriver aussi en Europe très prochainement. C'est ce qu'on appelle la grande émission, vous en avez entendu parler, bien évidemment, et avec de nombreux salariés qui, après la crise sanitaire, ont décidé de quitter leur job du jour au lendemain, sans même avoir, pour la plupart, d'autres jobs. Donc c'est quelque chose qui est qui marque et qui témoigne du changement d'esprit chez beaucoup de collaborateurs et de salariés aujourd'hui. Il faut aider bien sûr les managers à se réinventer parce que les organisations, c'était déjà le cas dans la crise sanitaire, mais la crise sanitaire a accéléré le processus. Les organisations vont être de plus en plus hybrides et on ne manage pas une équipe à distance comme on manage une équipe que l'on a en présentiel du lundi au vendredi. C'est une évidence. Et il va falloir, bien sûr, aider les managers qui sont en place pour qu'ils puissent évoluer, pour qu'ils puissent, bien évidemment, changer de comportement et d'attitude vis-à-vis de leurs
équipes vis-à-vis de leurs collaborateurs, mais il faudra aussi tenir de plus en plus compte de ces éléments et du savoir-être quand vous allez décider dans votre entreprise d'identifier des collaborateurs qui pourront demain être de futurs leaders et de futurs managers. Et puis, ça a été évoqué aussi longuement par Amel, il faut donner du sens, c'est évident, c'est une attente forte de la part des salariés aujourd'hui, et il faut aussi que vous soyez capable d'imaginer de nouveaux parcours d'évolution pour vos collaborateurs, et pour ça, il va falloir changer un peu de logiciel et accepter ou peut-être sortir du cadre beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui dans les entreprises. Pourquoi aujourd'hui des collaborateurs, y compris des cadres, décident de quitter les entreprises et de devenir ou de prendre des postes totalement différents à l'extérieur? Je pense que c'est parce qu'ils ont le sentiment aujourd'hui que dans les entreprises, on n'est pas prêt à leur faire confiance pour qu'ils aient des trajectoires d'évolution un petit peu différentes et qu'on a encore trop on a trop en tête le fait qu'un collaborateur aujourd'hui n'a qu'une envie, c'est d'évoluer de façon verticale et de prendre progressivement des postes de manager. Ça, c'est dépassé. Je pense que vous avez vu très certainement ou eu connaissance d'enquêtes récentes qui ont été menées auprès de populations de jeunes étudiants, y compris dans des écoles prestigieuses comme HEC, et on parle de la fin de la grande ambition. Je pense qu'il va falloir de plus en plus prendre en compte cet élément. Il y a des jeunes brillants aujourd'hui qui imaginent plutôt leur parcours de manière verticale, quitte à changer plusieurs fois de poste, sans pour autant avoir des postes de management et de prendre systématiquement des postes avec un meilleur statut, un meilleur package financier. On est en train là aussi de changer complètement d'époque, il va falloir l'intégrer. Les trois experts dont je voulais expliquer, je ne reviendrai pas sur le cabinet Valter. Simplement un mot sur Human Games. La particularité de Human Games, aujourd'hui, vous avez 2 studios de réalité virtuelle qui sont connus et reconnus sur le marché. Human Games et une autre entreprise qui s'appelle Immersive Factory, dont vous avez peut-être entendu parler. La particularité de Human Games, c'est pour ça qu'on les a choisis, c'est qu'ils apportent un soin tout particulier, et vous le verrez pour ceux qui testeront l'application, au graphisme et au son. Et notamment au son, parce que les 2 cofondateurs de Human Games viennent du monde de la musique. Lui était producteur de musique, elle était chanteuse. Auditivaire, alors c'est quoi? C'est une expérience humaine unique et des émotions partagées. Pourquoi? Vous verrez, grâce au casque, on est tout de suite immergé dans un monde imaginaire. Et le changement, l'immersion est totale et immédiate. On a également la capacité d'embrasser ce que j'appelle un champ émotionnel très large, parce que, vous verrez, alors la formule que l'on va vous faire tester ce soir n'est pas la formule dont on a parlé dans la vidéo, qui est une formule d'origine sédentaire avec 15 soft skills évalués à partir de 11 modules, qui existent toujours et qu'on commercialise bien évidemment toujours. Mais on a eu la possibilité, on n'avait pas la possibilité en 2020 de le faire, on a eu la possibilité ces dernières semaines de le faire. On a développé une solution nomade et mobile qui était très très demandée par nos prospects et nos clients. Et on a aujourd'hui donc une solution mobile, celle que l'on va vous faire tester ce soir, avec 4 modules, 10 minutes tout compris, y compris pour obtenir les résultats qui sortent de manière instantanée. Et ces 4 modules permettent d'évaluer 11 soft skills, chacun des modules ayant un soft skill dominant, ou évaluant un soft skill dominant, mais on a fait en sorte que l'application fonctionne avec ce qu'on appelle le concept des évaluations croisées, ce qui fait que quand vous avez passé les 4 modules, on évalue non pas 4 soft skills, mais 11 soft skills. On a également, alors pourquoi c'est une expérience humaine unique? On a systématiquement, en tout cas c'est ce qu'on préconise à nos clients, c'est qu'il y ait systématiquement un accompagnateur, comme vous allez en bénéficier ce soir, avec la présence de Marine, de Thomas, d'Arthur et d'Alexis. Donc d'avoir un accompagnateur, ce qui fait que vous allez créer avec la personne qui passe les modules, que ce soit un salarié de vos équipes ou de votre entreprise ou un candidat, une expérience humaine très très forte.
parce que il va se passer quelque chose, il y a une intimité qui va se créer, et vous allez avoir la possibilité, tout de suite après les tests, comme les résultats sont instantanés, également de débriefer avec lui et de lui faire un retour à chaud et de recueillir ses impressions également, et son analyse personnelle par rapport à la sortie des résultats. Et ensuite, bien évidemment, vous allez pouvoir permettre à vos salariés, aux candidats que vous allez recruter, de pouvoir valoriser leur savoir-être et donc de pouvoir doper leur employabilité future. Et ça, ils l'ont parfaitement compris. Et aujourd'hui, à tel point qu'on vient de concrétiser depuis 10 jours 3 contrats avec des écoles de commerce. Une qui s'appelle, un groupe d'enseignement supérieur qui s'appelle Excelia, une autre école qui est une école de commerce parisienne que vous devez connaître qui s'appelle PPA Business School, tout simplement parce que les directions de ces 2 écoles nous disent aujourd'hui on veut préparer nos étudiants, on les a bien préparés sur le plan bien évidemment des connaissances, mais on veut aujourd'hui compléter cette préparation pour les aider à entrer pleinement et avec tous les atouts sur le marché du travail, avec une meilleure connaissance de leur savoir-être. Et donc on va par exemple chez PPA Business School, la semaine prochaine, on fait passer le test à 450 étudiants qui sont en 5e année, qui vont être sur le marché du travail à partir du mois de septembre. Et pourquoi évaluer, révéler et valoriser les soft skills de la réalité virtuelle? Tout simplement parce que vous l'avez compris, et vous le saviez avant même qu'Annelle vous le dise tout à l'heure, il n'y a rien de plus difficile que d'évaluer le savoir-être. Le savoir-faire technique, tous les clients que nous avons, et je pense que pour ceux qui sont dans les cabinets de recrutement ou qui travaillent avec les cabinets de recrutement, ils vont faire la même analyse et la même remarque. Tous les clients vous disent, aujourd'hui, nous, le savoir-faire technique, on sait l'évaluer. Ce qu'on attend de vous, trouvez-nous des candidats, parce que c'est qu'on n'arrive pas à trouver par nous-mêmes, même si on a des équipes de recrutement particulièrement performantes avec de vrais sourceurs en interne, et surtout, évaluer le savoir-être. Faites en sorte que le savoir-être des candidats que vous proposez en liste finale et soit vraiment des candidats qui ont un savoir-être en adéquation avec notre culture, avec nos valeurs, parce que c'est déterminant dans le partenariat qui va s'installer entre nous par la suite. Donc l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est que le média est totalement immersif. En même temps, il est innovant et ludique, donc on passe un très très bon moment. Et ça vient bousculer tous les codes sociaux. Et la personne va se révéler telle qu'elle est, et non pas telle qu'elle aimerait être perçue. Donc le masque tombe, et c'est vraiment, derrière, c'est une relation, en tout cas d'authenticité, qui va s'installer entre justement l'accompagnateur et la personne qui va passer les tests. Donc j'ai anticipé, Auditiver aujourd'hui en tout cas, ce que l'on vous présente ce soir, c'est 4 modules d'évaluation, 11 soft skills évalués, 10 minutes, pas plus, avec un casque autonome et des manettes, donc c'est très simple, il suffit de mettre le casque sur la tête et de l'allumer et ça part tout de suite. Et donc c'est très très facile d'utilisation et vous avez vos résultats immédiats. Donc là, pour des raisons et pour ne pas vous priver non plus du cocktail derrière, on va accélérer les choses, c'est-à-dire que les résultats, on vous les enverra, parce qu'on a vos adresses email, on vous les enverra directement par la suite pour faire en sorte que on n'aille pas au-delà des 10 minutes par personne pour ceux qui voudront encore une fois tester l'application ensuite. Voilà, donc maintenant, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez, encore une fois, Thomas, Marine, Arthur et Alexis sont à votre disposition pour vous faire tester. Alors, il y aura un test qui se déroulera dans la salle, ici, un près du bar, et 2 dans la salle de réunion qui est en dessous au 3e étage.
Parfait, merci beaucoup Denis pour tous ces éléments. On va lancer le cocktail dans quelques minutes, mais avant ça on va laisser peut-être la place aux questions pour ceux et celles qui en ont. Est-ce que quelqu'un a des questions sur la présentation de ce soir? Le toucher est un son sollicité également. Pardon. Je ne sais pas si j'ai été en dessous. C'est juste en dessous. Vous m'entendez? Bien, merci pour cette présentation très intéressante. J'ai vu que le toucher était également sollicité dans vos tests. Est-ce que vous confirmez? Oui. Contre toute attente, finalement. D'accord. Donc on a hâte de tester le toucher. Bonsoir, merci pour la présentation. Moi, je suis un peu comme vous, là, je vais voir. Je voulais savoir si on avait suffisamment de recul aujourd'hui et si vous auriez des statistiques avec justement des taux de réussite qui pourraient être différents grâce à cet outil dans le recrutement qui ont pu être effectués entre le moment où vous avez commercialisé et maintenant. Bah écoutez, aujourd'hui, bien évidemment, on l'utilise au sein du cabinet Valter. Et puis, pour le reste, on l'a fait tester à plein de gens qui sont venus nous voir dans nos bureaux, soit à Metz, soit à Strasbourg. Et on a également un partenariat avec peut-être une société que vous connaissez qui s'appelle Antilogie, qui est le spécialiste français des solutions immersives, qui est situé dans le 11e arrondissement ici à Paris. Donc, qu'il a fait tester. Malheureusement, il y a eu entre novembre 2020 et aujourd'hui la période du Covid, que vous savez, donc qui nous a un petit peu, qui nous a pas permis d'aller aussi vite que ce que l'on souhaiterait. Mais là, on est en train, avec ce qui est en train de se passer avec les écoles, et on vient de conclure aussi, de concrétiser avec la direction régionale d'une grande banque dans le Grand Est. Donc, on va avoir très très vite des retours d'expérience beaucoup plus nombreux. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on l'a fait tester à des populations très très différentes, pas en termes d'âge, en termes de population, des cadres bien sûr, mais également des ouvriers, des employés, et des jeunes totalement déconnectés du marché du travail. Et à chaque fois, ça a été le même retour que l'on a eu. On a passé un bon moment, et en même temps, vous nous permettez de mieux nous connaître. Et donc, vous nous apportez des éléments intéressants, soit pour nous permettre de mieux appréhender le marché du travail, soit de mieux affronter les évolutions à venir. Et souvent, ils nous disent c'est quand même plus sympa et plus ludique et plus en lien avec ce que nous faisons aujourd'hui sur le plan personnel que la graphologie ou que les tests de personnalité. Voilà. Donc, c'est toujours, en tout cas, d'une façon générale, on a toujours un retour positif. Personne aujourd'hui nous a dit ah, je suis vraiment, vraiment, j'ai pas passé un bon moment, vous m'avez mis en difficulté, etc. C'est toujours l'inverse qui s'est produit. Et quand même, parce qu'on demande aux gens, est-ce que vous vous reconnaissez? Et à 98%, les gens se reconnaissent dans le résultat qui sort. D'où l'intérêt, effectivement, au démarrage, de bien définir ce dont on a besoin. Maintenant, ce n'est encore une fois qu'un outil parmi d'autres. On n'est pas en train de vous dire que c'est l'outil qui fait papa-maman. En tout cas, je ne suis pas en train de vous dire cela. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période où de plus en plus, il va falloir prendre en compte les compétences comportementales. D'abord pour les salariés qui sont dans les entreprises, et pour les futurs candidats, parce qu'il va falloir définitivement élargir le pépinière de recrutement, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter ce qui est en train de se passer avec des secteurs d'activité qui commencent à souffrir de manière très très importante par rapport aux difficultés qu'ils ont à recruter. Et je pense qu'il faut définitivement aller chercher, encore une fois, de nouveaux profils sur le marché, de nouvelles compétences, des gens qu'on n'imaginait pas peut-être intégrés dans nos entreprises il y a encore quelques années. Mais aujourd'hui, vous
vous avez eu certainement connaissance des campagnes de recrutement que sont en train de mener un certain nombre de grands industriels ou de grandes entreprises en France, notamment, on les a rencontrés récemment, Century 21, qui vient de lancer une campagne de recrutement de 1000 collaborateurs sur le territoire national, et où ils disent, nous, votre diplôme ne nous intéresse pas, votre expérience professionnelle ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse, c'est votre savoir-être. Et nous, on se débrouille du reste. On vous forme. Si vous avez le savoir-être qui correspond au savoir-être que l'on souhaite dans notre entreprise, on est prêt à vous faire confiance. Et ça, c'est en train de se développer beaucoup. Et si vous allez aux États-Unis, aujourd'hui, les États-Unis sont très très en avance par rapport aux pays européens dans ce domaine. J'aurais deux petites questions en une. Une qui est très très à terre, je suis désolé, c'est quoi le modèle économique, c'est-à-dire comment ça fonctionne quand on utilise votre solution. Et la deuxième, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, il y a déjà des process, des outils qui permettent d'évaluer le savoir-être, qu'on parle de ProcessCom, de Golden. Est-ce que vous faites un mapping justement pour essayer d'avoir un lien ou des correspondances entre l'analyse que vous faites et une analyse de personnalité ou de savoir-être que ces outils promeuvent pour essayer de sortir vers un cadre qui pourrait progressivement se normaliser et où on pourrait intégrer l'évaluation de comment le collaborateur évolue dans son savoir-être, comment on l'évalue dans les entretiens annuels, suivre son évolution, lui montrer des graphes et aussi présenter à son manager, parce que c'est pas que le recrutement pour moi, c'est aussi dans la vie, on sait mieux manager une personne si on sait si elle a plutôt besoin qu'on lui parle d'elle au début ou s'il faut être straight to the point. Et je pense que ça aiderait vraiment les managers au quotidien aussi de savoir, ah bah tiens, avec Marcel, il faut que je parle comme ça, puis avec Joséphine, il faut que je m'adresse comme ça. Parce que être manager, d'autant plus dans un monde hybride, c'est aussi nouveau, et je pense qu'on est tous en train de l'apprendre. Voilà, désolé pour ces deux questions. Concernant le deuxième point, on est en train de travailler avec une grande société de formation d'Île-de-France. Je ne vais pas citer le nom parce que le partenariat est en train de se mettre en place, qui est une société connue et reconnue pour être l'une des meilleures dans le domaine de la formation liée aux soft skills, et qui commercialise notamment en France, à titre exclusif, un test de personnalité issu de notre pays européen. Donc ils ont à la fois la connaissance des tests de personnalité classiques, puisqu'aujourd'hui ils le commercialisent depuis des années maintenant, et ils ont été également séduits par notre approche et notre outil de réalité virtuelle, sachant qu'aujourd'hui sur le marché français, nous sommes les premiers. Alors, bon, on ne se fait pas d'illusion, hein, vu l'évolution et l'importance que sont en train de prendre les soft skills et le développement du marché de la réalité virtuelle, de toute façon, très très vite, il va y avoir des concurrents et des produits concurrents. Pour la partie économique, aujourd'hui, on a une offre relativement complète, puisque on va du test individuel que l'on propose de faire dans nos bureaux, alors certes, aujourd'hui à Metz, à Strasbourg, ou éventuellement à Paris, chez Antilogie, à titre individuel. Ça passe aussi par une formule d'abonnement. On a une formule de licence annuelle, avec mise à disposition de matériel, et dans toutes les situations, on garantit la maintenance de l'application et on garantit le développement de nouveaux modules et de nouvelles évolutions, y compris venant de la part de demande du client, chaque année. Et on a une formule alors qui est un peu plus spécifique pour les écoles, puisque vous l'avez compris, les écoles sont en train de devenir une cible, en complément des entreprises, une cible prioritaire pour nous. On n'avait pas imaginé que le produit allait avoir autant de succès et susciter autant d'intérêt auprès des écoles.
Mais là, c'est en train de partir et de partir très très vite. Mais du coup, est-ce que le mode de fonctionnement de l'avoir dans l'entreprise se développe aussi, parce que c'est quand même assez clivant le fait de devoir aller dans vos locaux pour faire le test. Vous disiez que vous aviez un mode de fonctionnement qui était pour aller dans vos locaux, mais vous êtes à Nancy-Metz, voilà. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tenait absolument à développer la solution mobile, Ouais. donc celle que vous allez peut-être tester tout à l'heure. Vous verrez, c'est très facile et que aujourd'hui, les casques que vous allez utiliser, il y en a 4, mais il y en a 3 qui sont des casques MetaQuest 2, qui sont des casques relativement abordables, puisque c'est des casques qui aujourd'hui coûtent 350 € TTC. Donc on n'est pas sur des chiffres très, très, très élevés. Et un casque suffit amplement dans une entreprise, dans la mesure où l'application étant directement en place sur le casque, au travers d'un smartphone, vous avez la possibilité, chaque fois que vous faites tester l'application, comme on va le faire tout à l'heure avec vous, une fois que vous êtes enregistré, bien évidemment, les résultats qui vont sortir seront bien vos résultats, et pas ceux d'une personne qui va également passer le test dans la foulée.